des enseignants plutôt collège. Je pars du principe que vous connaissez, vous avez déjà lu forcément des BD, mais que vous n'êtes jamais vraiment intéressé à la manière de les faire. Donc il y aura 2 séances. La première aujourd'hui consiste à vous présenter les grands principes et à décomposer un peu ce qui fait la force d'une bande dessinée, ce qui fait sa spécificité. Donc je vous ai préparé un petit diaporama, Patrick en a parlé. Juste en introduction, moi je fais partie de l'association Imagine Artois, donc je vous ai remis juste un visuel de notre site internet, imagineartois.fr, qui organise autour d'Arras et sur Arras des événements liés à la bande dessinée, avec un festival BD qui, les années précédentes, était organisé à Anzin-Saint-Aubin et qui bascule sur Arras normalement cette année, mais qui, malheureusement, avec le confinement, fait qu'on on a dû l'annuler et finalement, cette proposition d'animer un atelier virtuel rentre complètement dans ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Donc, moi, à titre privé, je suis un pur amateur. J'espère vous faire un truc qui soit intéressant, une présentation qui soit amusante aussi. Euh, Juste là, les visuels que vous voyez, c'est parce que je fais aussi partie d'une autre association qui dessine en tant qu'amateur, et c'est donc en tant qu'amateur, je vais vous faire ce petit atelier. Là, c'est un fanzine qu'on a édité avec des amis. Les planches que vous voyez sur la droite sont des planches que j'ai pu faire, donc vous voyez un peu ce que je suis en capacité de faire, mais c'est pas le but. C'est pas le but, mais ça vous situe pourquoi c'est moi qui ai été désigné chez Imagine Artois pour faire cette présentation. Donc, en introduction, je vais vous laisser lire ceci, et je vais me taire pendant 30 secondes. Je pense que vous avez eu le temps de lire cette page-là. Je me tais parce que, comme il l'explique, la lecture d'une bande dessinée, c'est très personnel. On le lit à son rythme. On imagine les voix, on imagine le rythme. Je vous mets la suite. Voilà moi ce qui me plaît dans la bande dessinée. C'est exactement ça. C'est cette capacité à créer des choses à partir de pas grand-chose, à partir d'un dessin. Donc ce dessin a été fait par Pascal Jousselin, l'auteur d'Imbattable. Si vous ne connaissez pas cette BD, ça vaut vraiment le coup. Très intelligente, même pour les enfants, hein, c'est très bien fichu. Et donc, on m'a demandé de travailler sur la bande dessinée. En introduction, je voudrais faire le distinguo rapidement avec le manga et les comics. Les mangas, comme vous le voyez là à l'écran, on est sur des planches qui sont noir et blanc, qui la plupart du temps se lisent de droite à gauche, et non pas de gauche à droite. L'utilisation de trame, le trame c'est cet effet grisé que vous voyez sur les planches. J'espère que vous voyez bien en grand. Euh, c'est en fait une feuille qu'on vient rajouter qui est plein de petits points et qui vient faire des grilles plus ou moins clairs, plus ou moins sombres, et qui viennent créer du relief. Au contraire, quand on est dans le comics, historiquement, ce que vous voyez en bas à gauche, c'était des couleurs très vives, c'était les super-héros. Ça a pas mal évolué. Ce qui fait aussi la spécificité du comics par rapport au manga et donc par rapport à la bande dessinée, c'est les planches éclatées, c'est-à-dire que comme les images que vous avez en bas ou en haut, au milieu, c'est que vous avez des personnages qui sortent facilement des cases, qui débordent sur le reste, ou alors un emploi qui maintenant n'est plus spécifique qui est plus spécifique aux comics, mais qui s'étend aussi en manga et en bande dessinée, mais qui vient de là, c'est la répétition des cases, comme vous le voyez en bas à droite, avec le personnage, ce personnage s'appelle Invincible, que l'on voit 3 fois exactement de la même manière, c'est un copier-coller qui marque un rythme, qui peut créer de l'humour grâce à ça. Mais donc nous, dans notre cas de figure, on va s'intéresser essentiellement à ce qu'on connaît le mieux, à la bande dessinée. Je vous ai mis 2 exemples qui sont donc Astérix et Tintin. On voit que dans le rythme, c'est totalement différent. On est vraiment dans une structure très carrée. Et cette structure, elle a un nom. Mais avant d'en parler, je vais vous exposer comment juste se compose une planche. Donc on retrouve des cases. Les cases, c'est les carrés dans lesquels il y a les dessins. Vous avez ce qu'on appelle les espaces intericoniques ou les gouttières qui correspondent finalement au pourtour des cases. C'est un espace qui est hyper important et je vais vous en parler après. Je vais vous dire pourquoi. Et finalement, moi j'ai tendance, là c'est pas noté, mais aussi à parler de strip, c'est-à-dire quand vous avez
des cases sur une même ligne. C'est-à-dire que dans l'exemple que vous voyez là, vous avez des cases sur 4 strips. Ah, nickel, c'est mieux comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un gaufrier. Le gaufrier, c'est la manière de décomposer une case. C'est quelque chose qui est très classique en bande dessinée. Alors là, je vous ai mis 2 exemples, le 3x3. Mais on a tendance maintenant à aller de plus en plus vers un 4 strips sur 3 cases pour ce qui est classique, vous allez voir par la suite. Évidemment, on peut modifier, on peut tourner autour de cette composition. Là, vous avez un exemple où la première case, ce sont 2 cases regroupées. Ça peut avoir un intérêt quand vous présentez vous entrez dans une nouvelle histoire, vous présentez le cadre, vous avez une vue d'ensemble, vous avez la vue d'une cour d'école avant de parler des enfants, par exemple. Donc ça vous permet d'avoir plus de place, c'est plus aéré pour montrer ce qu'il en est. Et donc, je vous parlais du 4x3, et bien voilà 2 exemples. Une planche de Titeuf, une planche de Boulet Bill, on est sur 2 générations différentes. Vous allez retrouver donc pour Titeuf le 4x3 avec des cases qui fluctuent légèrement en fonction de ce qu'il a raconté, des détails, mais on voit bien la structure. Et dans le Boulet Bill, on est sur 4 strips, mais de 2 cases, sauf la dernière. Pour la chute de l'histoire, il a regroupé les 2 cases. On voit qu'on peut jouer avec les exemples sur la droite sur différents formats. Évidemment, plus on va jouer avec ça, plus il va falloir faire attention à la lisibilité, à être clair dans ce qu'on raconte. Dans l'exemple qui est tout en bas à droite, en noir et blanc, enfin, juste la forme des cases, vous pouvez vous poser la question, comment vous lisez ceci? Est-ce que vous commencez par la commande verticale et après vous passez là, vous allez à droite ou vous descendez? C'est des questions qu'il faut se poser quand on crée une bande dessinée, il faut faire attention à rester lisible, à rester clair. Donc, je reviens à mon exemple. Ce qui fait qu'on parle de gaufrier, c'est cette régularité dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça a un intérêt aussi. Regardez un peu le petit chiffre qui se situe en dessous du deuxième strip. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ah, je vois que je vais trop vite. Je vois trop vite quand je passe les diapos. Bon, je vais ralentir. Vous voyez le petit numéro qui se situe ici, en bas du deuxième strip. C'est parce qu'en fait, Uderzo, quand il dessinait demi-planche par demi-planche. C'est-à-dire qu'il travaillait sous un format à peu près à A3 pour les 4 premières cases que vous avez là. Ce qui fait que vous aviez toujours une coupure au milieu de la planche, c'est la même chose chez Tintin, de manière à travailler en grand format. Évidemment, vous, à titre privé, je vous déconseille de commencer en trop grand format. C'est très compliqué d'aller jusqu'au bout parce que ça demande beaucoup d'exigences, beaucoup de patience et beaucoup de travail pour rester sur cette qualité sur des grands formats. Donc, il vaut mieux commencer petit. Et ça montre bien qu'on peut décomposer sa planche en cases qu'on va travailler différemment. Donc, un des grands intérêts de la bande dessinée, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est dans l'espace intericonique, donc dans le gaufrier, c'est la partie blanche entre chacune des cases, c'est ce qu'on appelle l'ellipse. Travailler sur l'ellipse, c'est le passage d'une case à l'autre qui n'est pas forcément évidente. Je prends en bas à droite l'exemple de Tintin qui sort de l'eau, qui est trempé, qui retourne vers sa tente. On passe à la case suivante, on voit qu'il fait jour de par les couleurs. Il y a un petit texte en haut qui est marqué le lendemain matin. Le lendemain matin, on voit bien qu'on a changé de moment, on a changé de lieu aussi. Il n'est plus dans sa tente, il est toujours au bord de l'eau. Et il se prépare à repartir. Là, on imagine très bien qu'entre ces 2 cases, il s'est passé la nuit. Il a eu le temps de se reposer, il a eu le temps de se changer, de se préparer. C'est ce qu'on appelle une ellipse. Et c'est un point sur lequel j'ai insisté pendant cette présentation aujourd'hui. Voilà. Donc l'ellipse, alors normalement c'était plein d'animations. Vous l'aurez, quand vous le téléchargerez, vous verrez, il y a des animations, c'est un PowerPoint classique. Je n'étais pas censé vous balancer toutes les images et tout le texte d'un coup. Je vous propose de lire d'abord les 2 strips de Tintin. On voit Capitaine Haddock et Tintin qui arrivent à l'aéroport et qui se dépêchent de monter dans l'avion, sauf que Capitaine Haddock a quelque chose à l'œil, il ne fait pas attention. Et donc quand il monte sur l'escalier mobile, sur la passerelle, il se trompe de passerelle, et entre l'avant-dernière case et la dernière case, il y a une ellipse majeure. C'est-à-dire que là, on ne voit pas la chute du Capitaine Haddock. On a l'habitude d'en voir dans Tintin. Là, on est dans un album qui est assez vieux, enfin un des plus récents en tout cas. Et donc on a l'habitude de voir Haddock tomber. Hergé joue avec ce fait-là, avec le fait qu'on en a l'habitude,
c'est pas nécessaire de le montrer. Et le fait de sauter comme ça nous oblige, nous, à imaginer la chute, à imaginer les conséquences, à imaginer le fait qu'il remonte après dans le bon avion avec le ridicule qui a été le sien. Et donc, le RG crée une connivence et s'adresse à notre intelligence, à nous de recréer la scène quand c'est ça. Donc, une ellipse, c'est cet espace de temps qu'il y a entre deux cases, qui est plus ou moins fort. Hein. Là, entre la troisième et la quatrième case, on aurait pu mettre une case supplémentaire où il s'approche encore plus de l'escalier. Euh, tout est imaginable. Pardon. Donc, cette ellipse, elle peut faire dire plein de choses. Je vous ai mis un deuxième exemple. Dans cet exemple, vous voyez deux personnages qui sont dans des broussailles, qui se font contrôler par la police. Et dans leurs explications, ils vont dire, quelqu'un prend la parole, quand la police leur demande leurs papiers, sauf que les papiers sont restés dans la voiture. Et là, vous avez une ellipse majeure également entre la cinquième case et la sixième case, où on imagine très bien qu'ils ont expliqué mais où est votre voiture. Ok, enfin, ils se déplacent, ils se rendent jusqu'à l'endroit où elle a été garée et ils constatent qu'elle a été volée ou en tout cas qu'elle n'y est plus. L'effet d'humour est renforcé par l'effet de lampe, le braquage de la lampe sur la place. Il n'y a pas besoin de faire ça en théorie. Hein. Et la phrase de la dame accentue encore l'effet comique. Là, on est sur de l'ellipse pour rendre cet effet comique. Et donc, il y a d'autres exemples d'ellipses. C'est très important, vous verrez par la suite pourquoi, hein, j'insiste lourdement sur ce point, c'est quand vous allez créer vos histoires, il ne faut pas vouloir quelquefois trop décomposer, trop montrer les choses. Là, dans l'exemple de gauche, vous avez un personnage qui s'apprête à bondir sur un autre, vous ne le voyez pas prendre son élan, vous ne voyez pas faire son saut, on est directement entre je détecte ma proie, je suis en train de tomber dessus. Ça accélère le rythme, ça accélère la rapidité d'action, et comme c'est noté à droite, ça peut faire correspondre le rythme de lecture à ce que l'histoire veut raconter. On est dans un degré d'urgence pour l'exemple de droite. Tintin essaie de rattraper le capitaine Haddock qui est en voiture. Il y a une grande urgence pour rejoindre aussi l'aéroport. À quoi ça sert de montrer que il rattrape la voiture et qu'il ouvre la porte, qu'il s'installe, qu'il referme la porte et qu'il redémarre? Ça ne sert à rien. Ce sont des actions qui sont superflues. Donc voilà à quoi peut servir l'ellipse. Je passe à la suite. Il existe aussi d'autres ellipses que j'ai appelées là, en tout cas pour le diaporama, j'ai appelé narratives, et qui permettent d'enchaîner les événements quand on raconte des faits. C'est un peu la manière qu'il peut y avoir au cinéma quand on vous raconte par un long flashback l'histoire précédente, le contexte. Là, au travers de cases qui sont sans lien euh, chronologique entre elles, enfin sans lien, sans enchaînement naturel, on est plutôt sur des événements qui fonctionnent comme un diaporama et qui montrent le temps qui passe, qui montrent le déplacement d'une personne sur la colonne de droite, qui montre l'histoire personnelle des deux personnages sur la gauche. Alors, on est sur deux BD totalement différents. Donc, je passe à la suivante. Pour vous montrer un contre-exemple, j'aime bien finir comme ça. On est sur l'anti-ellipse. Là, on a c'est la BD Torgal. J'aurais dû citer les autres BD, peut-être que je le ferai par la suite. Je rectifierai le PowerPoint pour ça. Dans la BD Torgal, on a un personnage qui s'enfuit d'une grande tour et qui décide de plonger. Euh, Là, on aurait pu avoir le saut par la fenêtre et directement l'impact dans l'eau. L'auteur a fait le choix de bien décomposer chaque chute. On voit d'ailleurs que les bras changent de position entre chaque case. Il s'apprête à plonger, il lâche le flambeau au fur et à mesure. On est sur des cases très verticales, très découpées. Donc on a finalement une décomposition, un ralentissement du temps. Presque comme sur un ralenti sur image si on pouvait être au cinéma. Et ça montre aussi la durée de la chute, ça accentue la verticalité, le fait que la hauteur était très importante. Donc on voit qu'on peut jouer comme ça, avec le rythme des cases, avec ce que l'on veut raconter. Et j'en viens à deux points très importants qui sont les grandes étapes de la confection d'une BD. Je rentrerai plus dans le détail, à mon avis, lors de l'atelier de jeudi,
je prendrai vraiment le temps sur cela, étant donné que vous avez maintenant un petit défi qui vous a été proposé de créer votre propre page de bande dessinée. Là, on est sur tout ce que je vous présente pour le moment, et je dis, j'accentuerai plus sur une page, mais là, je suis aujourd'hui sur le thème de la bande dessinée dans sa globalité, donc enchaînement de pages, enchaînement de cases. Pour votre défi, vous serez que sur une seule case, une seule planche, je vais y arriver, une seule planche. On verra ça jeudi. Mais donc aujourd'hui, je vais juste vous expliquer, et là on va être un peu moins dans du visuel, on va être plus sur du texte, la différence entre ces différentes étapes que sont dans le scénario l'écriture du synopsis, du séquencier et du découpage. Et ensuite en dessin, mais là ça paraît plus naturel parce que tous, enfants, on a dessiné. Donc le storyboard, je vous expliquerai en quoi ça consiste. Le crayonné, bah, là à mon avis, il n'y a pas besoin d'explication. L'ancrage et la mise en couleur paraît aussi naturel. Je pense que vous comprenez le sens de ces mots, mais je vais y revenir. Donc, attention, beaucoup de texte d'un coup. Le scénario. Donc la plupart du temps, on part d'une idée, d'un pitch. Ce pitch, il peut être très varié. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai envie de raconter l'histoire d'êtres humains qui se lient, qui sont très rebelles et qui veulent se confronter à l'adversité avec des valeurs de, d'entraide, ouais, de famille, ce genre de choses. Bah, tiens, ça c'est l'idée de départ. Puis vous en faites un pitch. Bah, tiens, mon pitch c'est, je vais faire un village qui résiste face à l'envahisseur. Quand je dis ça, tout de suite on pense à Astérix. Et à vrai dire, un village qui résiste à un envahisseur ou à un ennemi, ça pourrait être aussi les Schtroumpfs. Ça pourrait être d'autres BD comme ça. On n'est que sur l'idée de départ. Et donc, à partir de cette idée, vous allez écrire un synopsis. Un synopsis, finalement, c'est le déroulé chronologique de l'histoire que vous avez en tête. C'est-à-dire que vous allez raconter de A à Z ce qui va se passer. Même si, dans vos planches de BD, dans votre BD par la suite, vous voulez faire des flashbacks, si vous voulez masquer des choses, si vous voulez qu'on découvre par la suite des événements qui sont passés à un autre moment, vous allez donc présenter vos planches dans un ordre qui n'est pas le chronologique. Là, le CM6, c'est vraiment chronologique, c'est expliquer tout cela. Et donc, il faut que ce soit assez précis pour que les deux auteurs, s'il y en a deux, en tout cas que ce soit clair dans votre tête sur ce que vous voulez raconter. Et donc, vous allez passer à l'étape suivante, qui est le séquencier. Le séquencier, c'est une fois que vous avez votre idée, vous allez écrire toutes les scènes. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, j'ai mon histoire, là, il y a l'ennemi qui va se rapprocher du village, donc imaginons, partons sur l'exemple d'Astérix, les Romains vont sortir de leur camp et vont venir affronter les Gaulois. Ben voilà, comment je séquence ça, c'est-à-dire combien de temps je prends pour annoncer que les Romains vont sortir du camp, combien de temps pour atteindre le village, combien de temps pour la confrontation. Je découpe finalement en scène, en séquence, l'histoire globale. Et là, d'un seul coup, on rentre dans le rythme de l'histoire que vous voulez raconter, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément chronologique. Ça veut dire comment vous voulez raconter votre histoire, combien de planches va, à votre avis, prendre telle scène. À partir de ce séquencier, vous allez découper encore plus dans le détail, page par page, case par case, ce que vous voulez raconter. Et c'est là où vous allez distinguer ce que vous voulez voir dans la BD et ce que vous voulez lire dans la BD. On est sur un média qui mélange ces deux choses. On est sur de la dramaturgie et on est sur la littérature. Mais attention à ne pas mélanger les deux. Donc on va choisir le rythme. Comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Torgal qui plongeait, on mettait beaucoup de cases pour raconter juste une chute, alors que la chute tout à l'heure du capitaine Haddock, on ne la voyait même pas. Donc c'est là où vous allez décomposer votre planche et mettre un rythme à votre histoire. On reviendra après sur des exemples. Et donc, côté dessin, une fois que vous avez ce découpage qui vous dit dans ma planche, je souhaite avoir 10 cases, 2 sur le premier strip, 3 sur le deuxième strip, etc., etc., eh bien, vous allez pouvoir passer au dessin. Et le dessin, vous commencez habituellement par un storyboard. Un storyboard, c'est un croquis très rapide de votre planche. Donc, vous allez faire votre planche. Ça peut être, alors, certains des professionnels le font sous un format presque timbre-poste, ou post-it. L'idée, c'est de voir si l'enchaînement des cases est bon. Vous allez pouvoir positionner vos bonhommes, et en bonhomme bâton, pas besoin de dessiner à ce moment-là. Vous pouvez même ne pas les dessiner.
voir si tout ce que vous voulez écrire dans les bulles, ça va tenir dans les cases. Imaginons que vous avez prévu de mettre 3 cases sur un strip, mais que vous avez beaucoup de choses à raconter, peut-être que ça ne va pas rentrer. Donc là, c'est le moment de tester un peu la répartition des cases et peut-être de modifier légèrement le découpage que vous avez fait auparavant. Deuxième étape, eh bien, une fois que vous avez validé votre storyboard, vous allez prendre une page au propre, faire vos cases telles que vous avez définies et commencer à crayonner. Crayonner, c'est donc au crayon gris, essayer de positionner vos personnages que vous aurez travaillé auparavant à l'écart, essayer de définir quels sont vos personnages, ça c'est la recherche qui se fait en parallèle. L'étape suivante, c'est l'ancrage, donc qui peut se faire sur la même feuille, ça veut dire qu'après il faut gommer, ou alors vous pouvez utiliser une table lumineuse. Si vous n'avez pas de table lumineuse, ce qui est probable, peut-être que juste dessiner au travers enfin utiliser du calque, c'est possible. Utiliser juste une paroi un peu vitrée, quelque chose comme ça en mettant une lumière par-dessous. Vous arrivez à créer une table lumineuse, c'est-à-dire que vous allez mettre votre dessin, votre crayonné sur, sur votre feuille comme ça, sur la vitre. Vous mettez votre deuxième feuille par-dessus et par transparence, par la lumière qui vient par en dessous, vous allez pouvoir repasser à l'encre votre dessin. Les professionnels font plus ou moins comme ça, mais je vous épargne les détails. Et bien, comme le dit son nom, la mise en couleur, la dernière étape, c'est le fait de vouloir mettre en lumière, mettre en avant des éléments narratifs. Le but n'est pas forcément de mettre de l'herbe verte et du ciel bleu. Si vous voulez donner un côté dramatique, il ne faut pas hésiter à vouloir changer ça, faire une herbe marron et un ciel très sombre et je sais pas violet. Si ça doit accentuer le côté de votre histoire, il ne faut pas vouloir faire un respect total des couleurs. Ce qu'il faut, c'est accentuer ce que vous voulez raconter. Et donc cela, ça peut se faire de plein de manières différentes. Sachant qu'évidemment, il y en a beaucoup qui font à l'ordinateur. Un conseil, ne le faites pas forcément sur un original, parce que si vous vous ratez, eh bien, vous aurez du mal à recommencer, vous allez devoir tout recommencer. Donc une photocopie sur un papier un peu plus épais, ça peut être le top. Ou alors, vous photocopiez votre dessin et vous travaillez sur l'original, comme ça vous avez quelque chose pour vous sauver au cas où vous ratez. Et donc, juste pour illustrer ça, je vous ai mis 2 planches avant de finir, 2 planches de Titeuf, pour que vous réfléchissiez à ce que pourrait être le synopsis, le séquencier ou le découpage d'une telle planche. C'est-à-dire, ben voilà, Zep, l'auteur de Titeuf, veut raconter que, je vous laisserai la lire plus tard parce que là je vois que le temps défile. Titeuf fait des bonnes résolutions pour cette nouvelle année, il veut faire du sport, il veut sortir avec Nadia, il veut ranger sa chambre, il veut être bon. Et il commence dans le dernier strip par le fait de vouloir devenir fort, il se fait rétamer. Et donc il dit je ne prendrai plus de résolution débile. Donc l'idée de départ, c'est Titeuf ne veut plus prendre de résolution qu'il ne peut pas tenir. Oui, très bien, mais maintenant que j'ai ça, il faut l'écrire, il faut écrire le descriptif que je vous ai fait. Dans quel ordre je mets les cases. Le séquencier, ça permet de voir que tiens, je vais mettre une case pour le sport, une case pour l'amour, une case pour ranger sa chambre, une case pour les notes. Et c'est seulement dans les derniers strips que je vais faire le dénouement. Et bien donc là, le storyboard permet, par exemple, le découpage, le séquencier permet de voir que, regardez, les cases qui sont sur la droite sont plus fines. Il garde plus de place sur les cases sur la gauche parce qu'elles nécessitent de montrer plus de choses. Je vais très vite. J'entrerai plus dans le détail de manière jeudi, je vous l'ai dit. Là, une deuxième planche où on est sur un découpage plus classique. On est sur 4 strips, quasiment 3 cases par strip, presque. Là, quelle était l'idée de départ de Zep? Il voulait rendre ridicule le copain de Titeuf qui va mettre de la cire épilatoire pour qui va s'en coller sur le crâne. Comment j'en arrive à cette chute-là? C'est toute la réflexion qu'il faut avoir pour, créer un bon gag. La dernière chose que je voulais vous dire avant jeudi, quelques écueils qui sont pour moi importants à éviter. La première chose, c'est la répétition qu'on peut avoir entre le texte et l'action. Quelquefois, on croit, quand on est débutant, qu'il faut absolument appuyer ce que fait le personnage en dessin pour que ce soit bien clair. Ayez en tête que si votre dessin est à peu près correct, si vous ne mettez pas de l'esbrouf, plein de décors qui ne servent à rien, si vous allez à l'essentiel de ce que vous voulez raconter, normalement ça suffit. Il y a des bandes dessinées comme ça qui sont un peu fatigantes, je pense par exemple au Blake et Mortimer, qui montrent beaucoup de choses et qui donnent des textes, des voix off, ou même des bulles qui expliquent ce qu'ils sont en train de faire. C'est très fatigant et c'est pas ce qui est le plus efficace.
La deuxième chose, c'est le manque de continuité ou les faux raccords, c'est-à-dire que votre personnage va changer de tenue d'une case ou d'une planche à l'autre, que l'enchaînement des scènes fait que c'est pas très compréhensible. C'est ce qu'on peut voir avec les faux raccords au cinéma quelquefois. Et le troisième point, j'ai accentué en vous mettant des visuels là-dessus, c'est le non-respect de la règle du 180 degrés. Le 180 degrés qui est utilisé aussi en cinéma, aussi à la télévision, et qui consiste à ne pas perdre le lecteur, ou en tout cas la personne qui regarde, en laissant toujours les personnages du même côté. Si vous prenez l'exemple qui est en bas, vous avez ce qu'on appelle dans un champ contre champ, on voit le personnage en rouge dans la case 1 et le personnage en violet et de dos à gauche. Quand vous allez faire le contre-champ, c'est-à-dire mettre la caméra dans l'autre sens pour montrer la réponse du monsieur en violet, le monsieur en violet est toujours à gauche et le monsieur en rouge est toujours à droite. Et ça paraît naturel, cet enchaînement droite-gauche comme ça paraît naturel. Si vous regardez le contre-exemple qui est en dessous, où on franchit le 180 degrés, l'axe entre les deux personnages, eh bien, c'est beaucoup moins limpide. Et c'est un défaut que l'on retrouve régulièrement dans les bandes dessinées, quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Et donc, juste en conclusion, si on vous dit que la BD c'est pas pour les enfants, je vous laisse lire et je suis tout à votre écoute si vous avez des questions, sachant que on a rendez-vous jeudi à 14h pour rentrer dans le détail de la création d'une planche de BD. Je vous remercie pour votre écoute.